Laura Blake, je suis interne de médecine générale à Lyon. Merci pour vos présentations. J'avais 2 questions rapides. La première, et je m'adressais plutôt à la Belgique et à la Suisse, vous avez parlé brièvement de l'arrivée des assistantes de pratique, des infirmières de pratique avancée. Et notamment la Belgique, dans votre diaporama, vous avez parlé de quelle place du professionnel de santé dans cette collaboration interprofessionnelle. Et justement, je vous repose la question. Comment vous vous situez, vous, en tant que médecin généraliste, avec l'arrivée de l'IPA? Et la deuxième... On n'en prendra qu'une seule pour laisser la parole. Merci de votre compréhension. Alors, qui se lance? Jean-Louis. Donc, l'IPA en Belgique, l'IPA en soins primaires n'est pas encore complètement implémenté. Ce que vous avez vu ici et ce qui est en pratique actuellement sont des infirmières de soins généraux qui, déjà dans le profil classique des 4 ans de formation, ont déjà toute une activité qui est un potentiel qui est non exploité en fait. Et donc, l'IPA spécialisée en diabète, on ne la voit pas arriver demain nécessairement. Et a priori, à position personnelle, je vois plus des infirmiers de soins généraux, maladies chroniques, on va dire plus transversales, que des gens qui vont avoir une approche spécialisée diabète. Je ne sais pas où vous êtes, parce que du coup, je parle dans le vide. Ah voilà, pardon. En haut à droite. Merci. Et donc, ce que vous avez vu intégré dans les centres, et ce qui s'annonce probablement, c'est une formation courte de complément aux 4 ans de formation habituelle pour tout infirmier, pour intégrer des pratiques de médecin généraliste. Donc on parlerait d'infirmiers en pratique de médecine générale. Donc ça se distingue un petit peu, et c'est l'idée d'avoir quelque chose de plus transversal, mais il y a déjà a priori un potentiel complètement inexploité d'infirmiers qui sont plutôt cantonnés dans des activités techniques et moins intellectuelles. Est-ce que quelqu'un veut compléter, Maria? Jean-Baptiste? Alors, concernant la Suisse, en fait, l'historique est un petit peu plus long dans la mesure où il y avait déjà une pratique avancée qui était déjà mise en place dans les structures hospitalières pour des domaines très spécifiques, dans l'oncologie, par rapport aux urgences. Et ça a été étendu dans le cadre du master de pratique avancée qui est déjà avec les premières promotions sortant l'année dernière et peut-être même l'année d'avant. L'expérience aussi a été intégrée d'infirmiers de pratique avancée venant de l'étranger, notamment du Québec, qui ont fortement influencé pour ce qui est de la pratique en soins primaires. Après, il y a différents axes. Quand on reçoit nos collègues, en tout cas dans le cadre de la formation, sont des collègues qui vont gérer des consultations au même titre que les consultations des médecins, sur des temps dédiés qui leur seront plus importants, puis avec une supervision médicale de leur prescription. Par exemple, pour une activité de permanence, les urgences, on va dire médecine générale classique, qu'on peut recevoir nous dans le centre, il n'y a pas un tri spécifique de qui va voir qui au départ, et puis selon un peu les nécessités en fonction de la situation, de demander effectivement un apport médical supplémentaire. Quand il en est ensuite dans l'implémentation, dans la pratique, notamment au sein d'Unisanté, il y a des réflexions qui ont été faites, notamment pour des approches populationnelles, avec un centre qui a été créé dans Lausanne, pour un quartier qui est en pleine mutation, en pleine construction, pour lequel l'institution s'est beaucoup investie avec la ville et puis les instances sanitaires pour réfléchir l'apport d'un nouveau centre médical dans la zone urbaine concernée. Et il y a une place très importante qui a été, dès la conception du projet, mise en œuvre pour les infirmiers de pratique avancée, pour ces approches populationnelles, en lien peut-être aussi avec les EMS, enfin les EHPAD du quartier, mais pas que. C'est ce style d'activité qui est envisagé et en cours de mise en place. Merci. Maria, tu voulais compléter? Oui. Oui. En Espagne, on a depuis 2010 une formation d'internat pour les infirmières pendant 2 années. C'est un concours national et finalement, elles peuvent choisir 4 spécialisations: santé mentale, pédiatrie, sage-femme ou médecine familiale et communautaire. Et restent pendant 2 années en faisant des pratiques avancées dans le centre de santé pour avoir le titre de spécialiste en infirmerie communautaire. Merci. Peut-être une autre question en bas? Oui. Bonjour, Anastasia, je suis enseignant à Paris-Est Créteil et je suis aussi impliqué dans la maison de santé universitaire où j'exerce et dans la CPTS du territoire dont je dépends.
Je tiens à remercier très vivement l'ensemble des intervenants parce que c'était vraiment, je trouve, très, très intéressant et même passionnant. J'ai énormément de questions, mais bien sûr, je m'en limiterai à une seule. Ne t'en fais pas. La question est principalement adressée à mes collègues d'Espagne et de Royaume-Uni, qui a fait la présentation pour le Royaume-Uni, pardon, concernant l'utilisation des outils par les patients informatiques. C'est, tel que vous les avez présentés, des outils dont je perçois l'intérêt, mais dans ma pratique, quand j'essaye de modifier les pratiques autour de l'utilisation des outils par les professionnels de santé du territoire, c'est déjà difficile. Et dans le territoire où j'exerce, j'ai des patients qui ne sont pas très à l'aise avec cela. Et j'étais très curieux d'avoir votre retour d'expérience sur la manière dont ça s'est mis en place, puisque j'imagine que ce n'est pas non plus très vieux. Enfin, je l'imagine. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Donc, vous avez fait référence, Dr Griffith, à une coordinatrice ou un coordinateur qui accompagne à la formation. Dans les faits, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci. Carolina, Maria, on vous laisse. Voilà, merci pour la question. C'est vrai qu'on a un problème avec les outils comme l'application mobile de dossier de santé de citoyens où on a la liste de médicaments, le rendez-vous et même ils peuvent accéder les résultats des bilans de sang, les résultats des radiologies et même le rapport de sortie d'hospitalisation. Mais la plupart des personnes âgées ont mal à utiliser cet outil et la plupart de centres de santé avec les groupes administratifs font des formations pour la communauté en utilisant cette application et ça aide beaucoup parce que ce sont les mêmes administratifs qui sont impliqués pour la formation de patients. Carolina. Oui, merci pour la question. C'est tout à fait, je rebondis sur Maria Pilar, c'est exactement ça. Il y a évidemment, il y a un constat qu'il y a des difficultés d'accès, mais aussi donc nécessité de formation. J'ai évoqué le rôle d'un clinical navigator, donc c'est navigation dans le parcours de soins cliniques. Donc quelqu'un qui peut l'aider avec l'accompagnement, accès, compréhension de ces outils informatiques. Il y a aussi un moment donné qu'il n'y a plus de choix pour les patients, parce que pour prendre un rendez-vous chez le médecin généraliste, il faut remplir le formulaire en ligne, etc. Évidemment, il y a toujours des accès différents via un appel téléphonique, mais ça devient la couture depuis un peu plus longtemps que l'utilisation a essayé. Merci beaucoup. Peut-être une question en haut à gauche. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Clotilde Kowalski, enseignante à Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. J'aurais une question pour notre collègue suisse, notamment sur la polyclinique de médecine générale. Comment elle est financée? Est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est les instances? Voilà, comment ça fonctionne? Merci. Merci. Jean-Baptiste. Merci pour votre question. Je vais essayer de répondre sans trop dire de bêtises, parce que je ne suis pas non plus dans les grandes instances, mais grosso modo, le financement, il combine plusieurs axes. Alors, bien évidemment, les facturations, les actes facturés aux assureurs sont une part importante du financement, mais pas que, notamment pour des patients qui n'ont pas d'assurance dans des situations irrégulières et qui sont malgré tout pris en charge puisque c'est une des missions de l'institution. Il y a des financements propres qui dépendent en fait du canton. Par ailleurs, il y a des mandats qui existent pour différentes missions pour lesquelles l'institution peut être sollicitée. Je n'ai pas beaucoup détaillé cette partie dans la présentation du fait du temps limité, puis effectivement la question portée pour le parcours du patient tel qu'on l'évoquait. Mais
Unisanté est une très grande institution qui a des missions à la fois de santé publique, à la fois de la médecine du travail, à la fois sur le domaine de la prévention, des soins primaires. C'est très vaste et donc il y a des mandats qui peuvent exister ou des collaborations entre différentes institutions ou instituts pour lesquels ça se traduit aussi par des éléments financiers qui permettent ces interactions-là. Si vraiment ça vous intéresse et le détail plus précis, sur le site internet d'Unisanté, il y a le bilan financier qui est détaillé chaque année. La publication du bilan 2023 a été faite il n'y a pas très longtemps. Avec l'intérêt du document, il n'est pas que sur l'aspect financier, il est aussi sur la présentation des résultats, aussi en termes d'activité de recherche, en termes de présence dans les médias. Ça donne une idée de la visibilité de l'institution à l'externe. Il y a les chiffres, mais pas que les chiffres. Voilà. Merci. On va prendre 2 dernières questions. En haut à droite, oui. Donc, bonjour, Jean, je suis interne à Besançon. Merci pour toutes vos présentations et je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner chacun une idée de la satisfaction par les usagers de vos systèmes de santé? En 1 minute. Partagez entre vous 4. Merci. Alors, qui se lance? Maria? Oui. En Espagne, on a beaucoup d'enquêtes pour les patients. Chaque service régional fait une enquête chaque année pour l'utilisateur des hôpitaux, des soins primaires. La satisfaction est haute, 8 sur 10, mais dans les dernières années, concernant l'accessibilité pour un rendez-vous non urgent, s'aggraver et la satisfaction est moins forte. Mais concernant le service complet, ça veut dire les médicaments, la gratuité au point des soins, et la satisfaction est trop haute. Merci. Est-ce que nos autres collègues peuvent compléter Jean-Luc? Oui. Mais globalement, elle est assez élevée. L'enquête Paris, justement, que Yann Bourgueil discutait tout à l'heure, donc ils vont donner des chiffres l'année prochaine. Moi, j'y ai participé en tant que centre, donc j'ai mes chiffres à moi. Mais donc, au-delà de ça, je pense que ce qui est déjà ressorti, les éléments préliminaires montrent qu'il y a une satisfaction importante et c'est principalement sur l'accessibilité. Et en Belgique, comme on peut aller partout où on veut et c'est open bar tout le temps, effectivement, les gens sont assez contents. Et un élément qui reste quand même aussi à souligner, c'est la confiance dans le médecin généraliste qui, après le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Carolina, est-ce qu'il y a des aspects que vous voulez rajouter? Donc pour Royaume-Uni, je n'ai pas de chiffres au niveau national. Je pense que ça diffère énormément en fonction de régions et problématiques locales. Mais je peux vous décrire la polémique dans les médias, surtout depuis les 2 dernières années où beaucoup a passé en téléconsultation. Avec des articles critiques en disant qu'on n'a plus accès à notre médecin, on ne peut pas les voir, qui n'est pas vrai. Il faut juste passer à certaines étapes, comme je vous ai décrit. Et donc, c'est un dommage parce que parmi mes collègues, il y a vraiment cette ressenti qui sont plus aimés par la média. Merci. Alors, on va prendre 2 dernières questions en bas à droite et une dernière en haut à gauche. À la Suisse, pardon. Je voyais... Vas-y, Jean-Baptiste. En quelques mots, sur des enquêtes qui datent de 2023 et sur lesquelles le Conseil fédéral a communiqué, basées sur une enquête internationale par la Fondation des fonds du Commonwealth, sur 3000 personnes qui avaient été questionnées en 2023, des personnes depuis 18 ans, il y avait effectivement 63% de la population interrogée qui estimait que la qualité des soins médicaux en Suisse était excellente ou très bonne. Et ils ont comparé par rapport à la précédente édition de 2016 qui montrerait une baisse de cette satisfaction au cours du temps d'à peu près 10%.
entre 74% en 2020 et 66% en 2016. Merci beaucoup. Une question en bas à droite. Et il y aura une dernière en haut à gauche. Je suis navré. Bonjour, merci beaucoup. Humbert de Fréminville de Lyon. J'ai une question sur la notion de la gestion de la complexité par le médecin généraliste et la délégation de tâches. Cette question, voilà, je suis délégué France auprès de l'Union européenne des médecins généralistes. On a eu une assemblée générale à Bruxelles au mois d'octobre. Et ce qui est ressorti des différents intervenants, et notamment du représentant de l'Angleterre, c'est que la délégation de tâches, qui correspond à un règlement européen en fait, rend extrêmement difficile pour le médecin généraliste d'aborder le patient dans le cas de la complexité. Du coup, je voulais vous poser cette question à vous, dans vos expériences à chacun. Est-ce que vous avez ce même retour ou est-ce que c'est simplement un message politique qui va se discuter au niveau européen? Donc, la délégation des tâches au sein des professionnels des soins primaires rend difficile d'abord de la complexité. Oui, c'est ce qui ressortait des différents pays, c'est-à-dire que la fragmentation qui nous a été présentée et qui peut être un apport rend difficile pour le médecin généraliste, lorsqu'il est sollicité, d'avoir un regard dans la complexité, c'est-à-dire les interactions des différents éléments. Vous nous avez présenté des outils numériques qui permettent de le faire, c'est très bien, mais le retour de terrain de différents pays, c'était qu'in fine, c'était très difficile. Donc je voulais savoir si vous aviez cette posture, ou si c'était simplement une attitude politique pour déstabiliser le règlement européen, tout simplement. Un élément de réflexion, c'est si la délégation se centre sur une équipe de soignants transversaux, on va dire, médecins généralistes, infirmiers, où chacun a sa spécificité de l'approche de la complexité. Je pense que cette délégation-là va aider à la gestion de la complexité. À l'opposé, si on est sur une fragmentation et une segmentation avec éventuellement une approche centrée sur la maladie, on a en Belgique des trajets de soins diabète, des trajets de soins insuffisance rénale, là je pense que l'apport de la complexité, ça devient complexe de l'aborder, cette complexité-là. Donc je pense que je ne serais pas nécessairement d'accord avec cette hypothèse de la délégation va rendre l'abord de la complexité plus difficile. Au contraire, si on reste dans le but transversal. La bonne délégation est exempte de cette complexité. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'est-ce que tu as évoqué aussi dans la présentation, c'est au niveau de ton identité. Est-ce qu'on réfléchit à l'identité complexité juste au sein de notre consultation de médecin généraliste, ou est-ce qu'on parle de la complexité dans notre équipe? Le moment qu'on a du communication, de cette conversation pour préparer les consultations, et on peut gérer la complexité. Bon, en Espagne, depuis les années 90, on travaille comme des grandes équipes multidisciplinaires, mais la situation a amélioré concernant la transférence et la complexité dans l'équipe, parce que les infirmières sont en train de faire les spécialisations en médecine familiale et communautaire. Alors, on a des groupes opératifs, le médecin de famille, l'infirmière, l'administratif pour un certain groupe de liste de patients, et ça nous aide beaucoup à gérer les problèmes de patients, même le tâche administrative, que les soins à long temps. Et je n'oublie pas la Suisse. Avant la dernière question en haut à gauche, vas-y Jean-Baptiste. Je crains que de mon côté, l'expérience de professionnelle en fait est un petit peu biaisée du fait de l'organisation propre des institutions pour lesquelles je travaille. D'une part, Unisanté, où on pourrait avoir effectivement des situations assez complexes et des moyens mis en œuvre pour pouvoir les accompagner avec un propre service social qui dépend en fait de l'institution. C'est peu représentatif de ce qui se fait ailleurs pour la vie de tous les jours, mais en même temps pour la patientèle qui est prise en charge, notamment dans le cadre des inégalités de santé, c'est très important qu'on puisse mettre en œuvre ces outils-là. Maintenant, du côté de l'hôpital intercantonal de la Broye, à Moudon, on s'appuie beaucoup aussi sur la structure du CMS, de la même façon que beaucoup, je pense, de nos collègues médecins indépendants. Et là, il y a effectivement une approche de la complexité qui est partagée avec les centres médico-sociaux qui vont au quotidien aussi gérer les soins pour les patients.
je ferai juste une petite digression, mais dans le cadre de ces CMS, il y a aussi une partie qui peut être dédiée pour la santé mentale et l'accompagnement de la santé mentale qui ne vient pas de l'hôpital psychiatrique forcément, mais il y a déjà sur le plan du territoire cette proposition qui permet un accompagnement au domicile du patient. Et donc, si à un moment donné, on a besoin de tous se mettre assis autour d'une table, de faire un réseau, une réunion de partage au sujet d'une situation, d'une personne, ce temps peut être mobilisé et là aussi financé s'il le faut. Merci. Et une dernière question à gauche. Oui, bonjour. Lionel Michel, je suis médecin généraliste dans les Bouches-du-Rhône. Merci à tous et à toutes pour vos présentations. Ma question s'adresse plutôt à Yann Bourgueil concernant ce que vous avez appelé fort justement le sale boulot et qui rejoint un peu ce qui vient d'être dit sur les cas complexes. La tendance actuelle, la mode, c'est à l'ouverture de centres spécialisés dans les soins non programmés. Et en tant que médecin généraliste qui fait du cas complexe, je trouve que c'est injuste que ceux qui travaillent vite avec des consultations simples soient beaucoup mieux rémunérés que ceux qui font des consultations longues et complexes. Donc comment vous envisagez de travailler avec la CNAM sur cette question-là qui me paraît centrale puisque c'est les cas complexes qui doivent être au cœur de notre métier, me semble-t-il. Merci pour cette dernière question. Alors Yann, pour conclure. Alors je trouve ça amusant parce que depuis que je suis à la CNAM, en fait je suis devenu la CNAM. Et donc c'est très frappant de voir comment en fait on est marqué par son institution. Et en fait, donc je ne vais pas parler au nom de la CNAM. Mais parce que je ne sais pas si la CNAM a une rêve. Et puis je trouve aussi que votre question est intéressante parce que vous dites qu'est-ce que la CNAM propose, et alors là pour le coup j'aurais envie de vous la renvoyer la question, qu'est-ce que vous aussi vous proposez, parce que je crois que l'enjeu aujourd'hui dans le système de santé c'est de construire une relation, enfin objectivement l'assurance maladie elle a les mêmes intérêts que vous. Les valeurs de l'assurance maladie c'est d'assurer l'accès aux soins pour tous et d'arriver à avoir un système efficient. Donc voilà. Après, pour répondre à peut-être plus précisément, il faut s'interroger pourquoi il y a des centres de soins non programmés et pourquoi il y a une offre comme ça qui se démultiplie. Et c'est la réponse que je ferai, c'est que effectivement il y a un système en fait de reconnaissance de l'activité médicale qui est construit sur une classification des actes qui valorise principalement l'acte technique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là où il y a de l'innovation. Et donc, à chaque fois qu'il y a de l'innovation, on renégocie les actes et puis on ne renégocie jamais les actes intellectuels. Donc, toutes les spécialités cliniques sont perdantes à ce petit jeu-là et ça a été très bien démontré aux États-Unis, c'est pareil. Donc, il y a une dynamique qui fait que, mais ça c'est un peu notre société, où la technique prime sur le reste. Et donc, les soins non programmés, c'est la technique. Mais pourquoi il y a des centres de soins non programmés ? Parce qu'il y a des espaces vides, il y a un problème il y a des besoins. Alors, les soins non programmés, c'est une mauvaise solution à un besoin. Donc, enfin, les centres de soins non programmés. Donc, j'aurais envie de dire, peut-être qu'il faut aussi réfléchir sur la façon dont les professionnels de soins primaires et les généralistes qui en constituent une clé vont répondre à l'enjeu auquel répondent les soins non programmés, les centres de soins non programmés. Et donc là, à ce moment-là, on ouvre la question de comment on fait pour organiser le soin sur le territoire, comment on fait pour répondre à la demande de soins. Je ne sais pas s'il y a des centres de soins non programmés en Espagne, je ne sais pas s'il y en a en Angleterre, il y en aura peut-être dans quelques années en Suisse, je ne sais pas s'il y en a en Belgique, mais il y a quand même ce sujet. Et donc, et puis le deuxième sujet, c'est effectivement la complexité, ça renvoie à la question peut-être du paiement à l'acte. Excusez-moi, mais il y a un moment donné où le paiement à l'acte, il est inflationniste, on fait de la régulation macroéconomique, on continue à le garder alors qu'on sait que ça ne va pas. Donc dans ma présentation, il y avait quand même l'idée, je montrais les négociations ACI, MSP, CPTS, il y a toutes les expérimentations article 51, où on essaye d'essayer de sortir un peu de cette logique qui vous met comme le hamster dans la roue, d'une certaine façon, puisque on veut atteindre un niveau de revenu, on pédale. Donc, je crois que... vous n'allez pas être satisfait, mais la question, c'est de sortir un peu de ce système pour revenir finalement aux besoins qu'on doit satisfaire. Et je pense qu'un des enjeux, c'est peut-être d'assumer, de dire on a une responsabilité dans l'accès aux soins pour tout le monde,
Et ça passe par de l'organisation territoriale, l'organisation en équipe et donc des formes de contractualisation différentes. C'est ce que montre quand même, il me semble, l'organisation des systèmes espagnols et des systèmes anglais notamment, peut-être un peu le système belge. Je ne sais pas ce qu'on pense. Vu d'Europe de nos collègues, est-ce que vous souhaitez répondre, Maria? Pardon? Je disais, Maria, allez compléter peut-être. Chez nous, on a aussi des problèmes avec la demande qu'on appelle spontanée des patients, mais on essaye de reconduire cette situation. C'est vrai que comme nous avons une liste de patients et on connaît le patient de la liste, l'infirmière et moi, on peut s'organiser quand même. Par exemple, si on a des domiciles qui sortent d'une façon spontanée, on peut reconduire et partager les soins. Et aussi les administratifs qui connaissent la population qui sont plus proches et peuvent reconduire un peu la demande. Mais c'est vrai que le besoin de la population, c'est de résoudre le problème aigu au moment. Et ça, c'est une question. Nous avons aussi les problèmes les arrêts de travail, et que quand quelqu'un a une maladie aiguë, a besoin d'avoir une certification d'arrêt de travail et on a beaucoup de patients qui arrivent de façon spontanée pour résoudre ce problème aussi. Alors, il est multifactoriel. Une dernière réponse de Jean-Luc. J'ai envie d'ajouter une phrase. Est-ce qu'il faut choisir entre l'acte et le forfait ou est-ce qu'il faut une combinaison des deux? Dans le sens où un financement à la capitation est plus adapté, il me semble, à la complexité et ce financement à l'acte pourrait répondre à des problèmes d'accessibilité en rémunérant le travail fourni. Donc je pense que ça peut être de nouveau une combinaison utile des deux modes de financement qui pourrait être une piste. Eh bien, merci. Je vous propose de clôturer cette grande plénière, de remercier énormément nos intervenants, nos collègues médecins de famille d'Europe, et on vous souhaite un bon congrès.